Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo et pour décrypter et analyser l'actualité IT et télécom de la semaine. Je suis, comme chaque vendredi, en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par du hardware et j'allais dire du vrai, puisqu'on va parler de processeurs et une innovation dans cette course à la miniaturisation que j'avais qualifiée d'infinie, avec une annonce d'IBM disant que une barrière technologique, puisqu'on peut appeler de barrière technologique, serait franchie, puisqu'ils ont développé des nouvelles technologies pour déposer des puces de 2 nanomètres. Alors, 2 nanomètres. Ça parle forcément beaucoup à nos lecteurs, mais aujourd'hui, les plus performants sont aux alentours de 7 nanomètres pour les iPhones, par exemple. Donc, c'est encore une étape importante. C'est ça. L'annonce a été publiée par un petit communiqué hier ou avant-hier par IBM. Donc 2 nanomètres, comme je disais, en fait, IBM est toujours aussi à la pointe avec son Power, son chip Power, qui est fabriqué depuis 1 an déjà en 7 nanomètres. Donc eux, ils font partie des gens qui fabriquent du... Alors, ils fabriquent pas, ils font fabriquer. Par Global Foundries depuis qu'ils ont vendu leur activité de fonderie à Global Foundry, sans jeu de mots, ils fabriquent plus, ils font fabriquer. Donc là, ils ont conçu cette puce en 2 nanomètres. Ça représente quand même 50 milliards de transistors. Donc c'est effectivement, qu'est-ce que ça va apporter ? Évidemment, comme ça va consommer moins, votre smartphone, il va avoir une durée de vie, en termes une autonomie plus importante, beaucoup plus multipliée par 4, dit IBM. Cette puce, elle apporte une augmentation de performance de 45% et une réduction de consommation énergétique de 75%. Donc c'est vraiment... et on passe de 7 à 2, alors qu'en général, il y a quand même des étapes intermédiaires. C'est toujours l'équivalent du racine de 2 à chaque fois. Donc normalement, il y a le 5, puis il y a le 3, puis il y a le 2. Donc on va du 7 au 2, donc c'est très rapide. Alors maintenant, il va falloir le faire fabriquer. Donc IBM a toujours des accords avec Global Foundry jusqu'en 2025. Donc ce sera un des candidats potentiels. Et puis il y a aussi Intel et Samsung avec lesquels IBM a des accords. Alors juste un dernier point, je reviens là-dessus, c'est que si on regarde l'évolution de la densité depuis le 4004, 1971 d'Intel, ça notre paraît époque loin, mais on fait 71, 95 c'était le Pentium, et aujourd'hui donc cette puce 50 milliards. Le 4004 il avait 2300 transistors, le Pentium il en avait 7 millions 5, et celui-là il en a 50 milliards. Si on fait le rapport... Millions, non Non, 50 milliards. Milliards. Donc, ça veut dire que le Pentium en avait 7,5 millions. D'accord. Donc, c'est à peu près deux périodes égales, de 25 ans, en gros. On a multiplié par 3000 la première fois, sur les 25 premières années, et là, on va multiplier par 7000. Donc, vous voyez que finalement, il y a la loi de Moore d'un côté, on nous dit... les fréquences plafonnent. Mais on continue encore, et on en a encore un peu sous la pédale, comme on dit. Donc, c'est... Sachant que les 2 nanomètres, c'est pas forcément la fin de l'histoire en plus. Non. Même si on parle de fameuses barrières quantiques, mais finalement, on a vraiment l'impression que la limite, on ne sait pas trop où la placer. Non, il va passer sur la tranche, parce qu'on était au nanomètre, donc il va falloir passer au 10.2. C'est intéressant de revenir en arrière, parce que à chaque génération, il y a toujours quelqu'un qui vous dit non, c'est fini, là, on est à la fin du processeur, finalement. Puis ça continue toujours. Un peu comme le pétrole, il ne devait plus y en avoir dans les années 80, il y en a toujours encore. Alors, on reste sur du hardware, on parle de stockage avec une annonce du côté d'un des grands concurrents d'IBM, HP en l'occurrence, qui renouvelle son offre de baies de stockage qui va s'appeler Altera, alors qu'avant c'était Primera, il me semble, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, une pointe de la technologie, NVMe, enfin tous ces standards qui sont maintenant à l'ordre du jour chez HPE aussi. Alors, effectivement, ils rebaptisent cette famille de baies de stockage. Ce qui est assez normal, ils avaient constitué avec différents rachats, en particulier le rachat de Nimble, qui apportait l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'automatisation. Donc là, ils annoncent, je dirais, un successeur de la gamme Nimble, donc c'est le Alletra. Alletra, oui, je dis Altera. Alletra 6000. Donc ça, c'est maintenant le remplacement de la gamme Nimble. Et puis, il y a Primera qui était en fait l'acquisition de 3 parts.
milliards, qui est rebaptisé Aletra 9000. Donc la gamme est désormais reconstituée comme ça. Sachant qu'en plus, HPE, alors évidemment, c'est proposé dans le programme GreenLake, donc ça peut être acheté sous forme d'as a service, on va dire. Voilà. Et puis ils annoncent également une nouvelle console qui va simplifier l'administration, une console cloud, qui va simplifier l'administration, et donc qui simplifie dans le sens où ça permet d'attribuer des rôles, et donc en fonction de ces rôles, c'est le système qui lui-même configure les baies de stockage. C'est un peu l'équivalent de la console Aruba pour tout ce qui est équipement de réseau. Donc c'est une annonce quand même assez importante pour HPE qui reste un des acteurs majeurs dans le domaine du stockage. Alors, autre acteur majeur et grand concurrent d'HPE, c'est Dell, qui, j'allais dire, prend aussi, on en vient d'en parler, prend le train du hardware as a service, puisque annonce, alors curieusement était un peu en retard visiblement par rapport aux annonces d'HPE et Lenovo. Exactement. Ça fait longtemps que GreenLake existe, ça doit faire 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc Dell avait annoncé son programme Apex, du solution as a service. Il l'avait annoncé en octobre sans donner de date de disponibilité. Et puis là, il y a eu le Dell World 2021, et donc l'annonce a été faite que les offres étaient disponibles. Il y a un deuxième volet complémentaire à ça, qui est que Dell a signé un accord avec Equinix, et en gros, vous allez pouvoir créer votre propre data center géré par Dell dans une installation Equinix, et vous n'aurez qu'une seule facture. Donc en gros, Dell se présentera comme le fournisseur de l'ensemble. Et en gros, ça, finalement, ça s'appelle un peu de l'infogérance, il me semble. Je crois que c'est un peu étonnant, mais bon, avec évidemment une configuration un petit peu différente, mais on en revient à ça. Donc dans la possibilité de créer des clouds privés, c'est une manière de présenter les choses. Très bien. Alors, on reste du côté de chez Dell, Guy, et on passe à la partie financière de notre émission, pardon. Et une annonce les ventes continuent, chez Dell, parce que c'est la partie Boomi. Pas forcément de la plus connue d'ailleurs, mais qui est quand même vendue pour la bagatelle de 4 milliards de dollars à, comme par hasard, des fonds d'investissement. Alors, donc ça continue. Donc on rappelle le contexte. Dell avait racheté EMC en 2015 pour 67 milliards de dollars, ce qui est quand même une des plus grosses acquisitions dans le secteur. Et donc même si Dell était un acteur important, c'est quand même une somme très 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 élevée. Donc jusqu'ici pas de problème. Dell était dans son avait ses échéances et n'avait pas de problème. Mais bon, il se trouve que depuis un certain temps, ils ont vendu RSA l'année dernière, 2 milliards. Ils ont vendu VMware il n'y a pas très longtemps, on en avait parlé, 9 milliards. Là, c'est 4 milliards. Donc, on arrive si on fait la somme des 3, ça fait 15 milliards. Donc, ça permet de rembourser, d'aller un petit peu au-devant des échéances de remboursement. Donc, je dirais que tout ça n'est pas très surprenant. Enfin, je veux dire, c'est logique même. C'est assez logique. Et donc, je pense que, je ne sais pas s'il reste encore des actifs et Dell va retrouver un périmètre un peu plus réduit, mais en tout cas va reprendre un cours un peu plus normal de ce point de vue-là. Et pour conclure cette partie de l'émission, autre sujet en termes financiers, la vente du côté de chez Verizon, ou Verizon, si je veux le dire à l'américaine, qui a fait une assez mauvaise affaire en revendant Yahoo et AOL. On se demandait d'ailleurs à l'époque du rachat quelle mouche avait piqué Verizon. Bon, finalement, 2 ans après... Alors, c'est un peu plus que ça, ils ont acheté 2015-2017. La somme des deux, c'était 9 milliards et ils revendent 5 milliards. Donc, en peu de temps. Donc, l'idée, c'était de concurrencer les grands offreurs comme Google ou Facebook pour proposer du contenu en ligne. Et qui dit contenu en ligne, dit publicité en ligne. Sauf que, évidemment, ils ont un modèle qui est du siècle passé. Enfin, je veux dire que c'est un opérateur télécom, et donc tout ce qui est contenu, ils savent pas très bien faire. Donc c'est quand même. Alors
vous disiez rubrique financière, plutôt rubrique nostalgie, parce que AOL et Oui. Yahoo, ça nous C'est pas ramène forcément les marques les plus dynamiques, les AOL, plus c'est quand connues. même 85, on est avant le web. Bien sûr. Donc c'est quand même, c'était America Online. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour nous, les lecteurs les moins jeunes, c'est les petites disquettes qu'on insérait dans les magazines. Donc c'était avant la DSL, bien avant la DSL. Donc et on est arrivé aux années 2000. Alors où c'était juste avant l'explosion de la fameuse bulle Internet. Yahoo avait été valorisé à 120 milliards de dollars. Donc, vous voyez, on en est loin. Il y a eu ce rapprochement entre AOL, la fusion Time Warner, AOL, c'était plus de 100 milliards de dollars. Donc, c'était à peu près à la même époque. Donc, on avait clairement, ils avaient perdu la raison, clairement. Et aujourd'hui, on est obligé de constater tirer le bilan de cette opération. Et AOL, qui était quand même présenté comme à la pointe de la modernité à la fin des années 90, il y a eu le web qui est arrivé et ils se sont fait dépasser très rapidement. Ils ont voulu reprendre un peu le train en marche. Ils ont racheté, en 98, ils avaient racheté Netscape. Donc Netscape, c'était quand même l'initiateur du navigateur. Du browser. Et donc, et puis Microsoft s'est réveillé et donc a lancé Internet Explorer. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Donc, c'est une époque un peu révolue. Alors, le sujet de la semaine 10, c'est le cloud en Europe, avec une étude de KPMG qui montre que finalement, on n'arrête pas de le répéter, mais le constat est encore plus clair à travers cette étude. Le développement du cloud en Europe, c'est un Eldorado pour les opérateurs US, finalement. Alors, c'est le raccourci qu'effectivement on peut faire. Je dirais déjà que c'est pas une petite étude de 12 pages qui est faite à la vie. C'est vraiment une étude très approfondie, de très bonne qualité, donc qui explore le marché, les enjeux, et puis qui présente 5 scénarios différents et qui envoie les impacts que ça peut avoir. Alors déjà, les chiffres, entre 2021 et 2027, on a un marché global. Alors après, on met tout dedans. On met le SaaS, le PaaS, le IaaS, on met tout ce qui est cloud. Et on a un marché qui est multiplié par 4. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est très forte. Actuellement, le cloud, le marché du cloud européen, pas des sociétés européennes, mais du cloud en Europe, c'est à peu près 20% au niveau mondial. Donc je pense que ça correspond à peu près à la dimension du continent. Alors comme vous le disiez, la situation pour les acteurs européens est quand même très critique. D'ailleurs, il y a un édito de Jacques Attali qui s'émeut sur l'absence des acteurs européens dans le domaine. Et donc le constat est très clair, puisque les 3 acteurs principaux ont 70% du marché. Quand même. Et d'ailleurs avec une répartition qui est très différente de celle qu'on a au niveau mondial. C'est-à-dire que AWS est beaucoup plus présent puisque à lui seul c'est la moitié du marché. Donc vous voyez qu'il écrase complètement le marché. Donc il y a cet aspect chiffré, mais il y a aussi donc ces scénarios qu'ils étudient. Donc par exemple de dire qu'est-ce qui se passerait si le cloud était conçu comme un bien commun, un peu comme une infrastructure routière. Parce que il y a aussi la possibilité de casser ou de scinder en plusieurs activités les opérateurs de cloud. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la question qu'on se posait il y a par rapport à Microsoft, par exemple, qui était présent sur le marché, les applications, les OS, on se disait ça pose un problème. Aujourd'hui, ils sont sur Azure et sur Office 365, donc c'est le même problème multiplié par 100. Donc ces scénarios-là, ils les explorent et c'est très intéressant. Et l'autre volet qui est très intéressant aussi, c'est l'aspect réglementaire. Donc là, ils balayent un peu. En gros, on a eu le RGPD, puis après on a eu Privacy Shield, puis après on a eu le Cloud Act, et puis après, il y a l'invalidation du Privacy Shield. Et alors, la dernière étape, c'est clairement dans leur document, on est dans une incertitude réglementaire et juridique. Donc, c'est quand même assez problématique. Et donc, ils montrent bien les différentes implications de ces différentes lois. Donc, je conseille à tous nos lecteurs qui ont des décisions à prendre dans le domaine du cloud, de se référer à ce document qui est vraiment très, très complet et très intéressant. Très bien. Écoutez, on espère que nos lecteurs profiteront des prochains ponts
Et alors, dernier point profiter. auquel il faut mentionner, c'est qu'il est dit clairement et textuellement que je dirais que l'approche réglementaire des opérateurs américains est incompatible avec la réglementation du RGPD. C'est explicité. Oui, c'est la fameuse problématique du Cloud Act. Voilà. Et donc, ils ont quand même de gros doutes sur le fait que Gaia X va changer fondamentalement les choses. Ils le disent assez clairement. Donc, il y a encore beaucoup de réflexion. Beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Très bien, Guy. Alors justement, on parlait d'acteurs américains. La semaine prochaine, le nom que vous avez retenu, c'est le Think, la conférence Think d'IBM qui se déroule les 11 et 12. Conférence évidemment virtuelle qui sera l'occasion pour IBM de faire un peu le point. On sait combien le périmètre d'IBM a changé ces dernières années, ces derniers mois même. Donc évidemment, c'est Donc bienvenu. ce sera intéressant de ce point de vue-là. Et puis, ne serait-ce qu'aussi de par l'annonce qu'on a faite au début, IBM est toujours un acteur important dans tout ce qui est développement de technologie. Ils sont très présents sur l'intelligence artificielle, sur l'informatique quantique. Mais il y aura une conférence plénière de Arvind Krishna, donc ça c'est le 11 au soir, qui effectivement pourra parler de ça, mais qui parlera vraisemblablement de l'avenir d'IBM avec à la fois l'avenir en termes de technologie, le cloud hybride, l'intelligence artificielle, mais aussi en termes d'entreprise, avec la scission des deux entreprises qui arrivent pour la fin de l'année. Donc ça, c'est le premier rendez-vous intéressant. Et puis le deuxième, c'est la journée du 12 mai qui est consacrée plus spécifiquement au marché européen. Si on regarde le programme, c'est un programme qui est quand même assez riche, donc on peut arriver à trouver son bonheur, si je puis me permettre d'expression. Et puis Guy, on conclut toujours par un très faible coup de cœur, coup de gueule. Ouais, c'est plutôt une mise en avant. C'est la fameuse, pas encore fameuse, mais en tout cas la journée mondiale du mot de passe. Il y a l'occasion de pointer cette fameuse problématique qui, entre guillemets, est un cauchemar pour beaucoup de gens, oui. À savoir la gestion des mots de passe qui ne fait qu'empirer. Qui n'en finit pas. Alors d'ailleurs, on devrait dire plutôt la journée mondiale des mots de passe. Parce que le mot de passe, c'est pas maintenant il en faut 30, 40. À cette occasion, il y a pas mal de fournisseurs qui veulent apporter... leur solution magique, évidemment. Et donc, ça c'est un petit peu fatigant, avec soi-disant les conseils du style faut mettre des mots de passe qui soient compliqués, il faut utiliser un mot de passe par type d'application, il faut en changer régulièrement, il faut mettre à jour tous ces conseils qui sont évidemment intéressants, mais compliqués à mettre en pratique pour l'utilisateur moyen, bien sûr. Alors effectivement, il y a dans les différentes communications qui ont été faites à cette occasion, il y a une enquête qui a été faite pour la société Nuance, qui montre quand même que 20% des gens ont, je dirais, 2-3 mots de passe qu'ils utilisent tout le temps. Et il y en a plus de 10% qui ont un mot de passe qu'ils utilisent partout. Alors, moi, c'est le 20% qui m'étonne, mais bon... Effectivement, j'aurais pensé plus que ça. Mais bon. Mais enfin, effectivement, c'est déjà beaucoup. Alors, on a parlé des solutions qui existent. Alors, on recommande d'utiliser des gestionnaires de mots de passe. Il y a aussi les solutions à base de clés, FIDO notamment. Donc, il y a pas mal de choses, mais ça avance doucement. Pour le coup, alors que c'est vraiment un enjeu quand même assez important. Au quotidien, on est confronté, je veux dire, il ne se passe pas une journée, en ce qui me concerne, sans que... Il y a plusieurs mots de passe différents à saisir, quelque endroit que ce soit. Et donc, effectivement, il faut être très rigoureux, alors que, souvent, on met un nouveau mot de passe, on se dit, je vais le noter, on ne le fait pas, et puis le lendemain, on a oublié, donc on ne sait plus, ou on note sur 36 documents différents, et puis après, il faut retrouver le bon mot de passe par rapport à la bonne application. Ça demande vraiment une rigueur que, en tout cas, moi, je n'ai pas, malheureusement. Écoutez, si nos lecteurs ont des solutions, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires de cette vidéo. En tout cas, merci Guy pour cette analyse. Et puis, écoutez, je vous propose de nous retrouver, comme nos lecteurs, la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatis News Hebdo. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Et à très bientôt. Merci.